8h31 sur LCI dans le 6-9 ce matin. Frédéric Ploquin, grand reporter spécialiste du grand banditisme en France, est notre invité ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. On va attaquer par cette organisation criminelle dont on parle beaucoup en ce moment, la DZ Mafia, une organisation criminelle originaire de Marseille qui prend même parfois exemple sur les cartels mexicains, par exemple. Elle s'est étendue en France. Avant, on avait des organisations criminelles qui étaient plutôt locales. Aujourd'hui, c'est national, notamment pour la DZ Mafia. Comment expliquer cela, Frédéric Ploquin ? Si on regarde le parcours de ceux qui ont créé cette franchise, on va dire, c'est une espèce de franchise, hein, oui. un peu comme dans le commerce ordinaire. Si on regarde un peu leur parcours, le premier individu qui se lance, qui se prétend, qui se proclame chef de cette organisation, il est né au milieu des années 90. Il a connu 10-15 ministres de l'Intérieur dans sa vie. Il a grandi dans un quartier de Marseille. À 20 ans, je pense qu'il a commencé très tôt, comme beaucoup, c'est-à-dire 13-14 ans, il rentre un peu dans le circuit, des petits boulots, des petits jobs, etc. Et ce garçon qui a créé cette enseigne de la DZ Mafia, qui était d'origine algérienne, c'est pour ça que ça s'appelle Jazair, en référence, on va dire, à l'Algérie. Lui, c'était un inventeur, un créatif. Il a créé le premier drive. Et je pense que ça nous dit quelque chose sur Marseille qui a toujours été le laboratoire de la criminalité organisée. Donc à 20 ans, il crée ses premiers drives et tout d'un coup, il a des velléités de puissance et de conquête et de grandeur. Et il se dit, mais pourquoi je vais rester dans mon petit quartier ? Parce que ça commence toujours au pied de la tour, hein, ça commence toujours là. Je vais aller gratter le quartier d'à côté, puis le quartier d'à côté. Le quartier d'à côté, c'est des amis à lui, mais du jour au lendemain. Et c'est toujours comme ça dans ces organisations-là. Ses meilleurs amis deviennent ses pires ennemis. Et à 20 ans, il est quand même arrêté et poursuivi pour avoir tué deux de ses anciens amis, les avoir mis dans le coffre d'une voiture, avoir amené la voiture dans la cambrousse, avoir fait cramer la voiture en mode, comme ils disent, barbecue. Donc à 20 ans, ça fait déjà 7-8 ans qu'il était là-dedans, qu'il avait acquis ces codes culturels, on va dire. Mais comment ça s'étend à la France après ? Et ensuite, il fait 10 ans de prison quand même. Oui. Il fait 10 ans de prison. Parce qu'il y a quand même, à un moment donné, la justice, il fait 10 ans de prison, et il ressort à 30 ans. Et à 30 ans, quand il sort, il dit attendez, les gars, qu'est-ce que vous avez fait de mon petit business, mon pas de porte, c'était à moi. Et il dit, je repars à la conquête. C'est un peu ce processus-là que je le décris pour lui, ce garçon-là, mais en fait, on le retrouve à peu près partout dans tous les quartiers de France. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui montent très vite, qui à 20 ans sont déjà des tueurs, qui à 30 ans sont les rois, et qui vont mourir à 35 ans. Donc ils ont une durée de vie... Frédéric Ploquin, ils continuent à gérer leurs affaires depuis la prison. Alors, en réalité, effectivement, quand cet individu fait 10 ans de prison, il lâche pas le morceau. Et la prison, mais la prison a toujours été la base arrière du crime organisé, cette espèce de zone d'ombre. On les met là, on les enferme. Mais rien ne s'arrête en prison. On peut faire parce que les téléphones sont présents, les réseaux sociaux également. Mais ça a toujours été le cas. Je dirais même quand c'était le milieu d'autrefois qui a été balayé par ces jeunes à l'époque de Gaëtan Zampa. Gaëtan Zampa, il a été tué. De l'époque. Non, mais il a été... Oui, mais, donc 30, 40 ans après. Je veux dire, la prison, c'est toujours la base arrière du crime. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au téléphone portable, avant, il fallait des petits messagers. Là, aujourd'hui, les téléphones portables permettent de régler un certain nombre de choses. Et quand vous êtes arrivé, comme ça, que ça fait des années que vous avez grimpé les échelons, vous n'allez pas vous dire, en prison, je me mets sur mon lit, là, j'attends que ça se passe. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour essayer de garder votre place, votre pouvoir, votre argent. Ils sont ivres de cela. Alors, on en parle beaucoup de la DZ. Vous diriez que c'est la plus grosse organisation criminelle aujourd'hui sur le territoire français c'est compliqué de parler. Au départ, c'est vraiment un drapeau. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui... Moi, je suis allé voir sur place. D'ailleurs, moi, je vais sur place là-bas, dans le quartier. Puis, au bout de 3 minutes, j'ai un jeune qui vient me voir. « Oh, qu'est-ce que vous faites là ?» Et qui vient me raconter ses codes, ses histoires. En fait, ils sont chez eux. Donc, vous rentrez sur leur territoire. Et donc, là, on marque des DZ Mafia sur le mur pour faire face à la bande d'en face qui s'appelle Lyodar, etc. Mais au départ, je dis, c'est pas une organisation, on va dire, criminelle traditionnelle avec un chef. Aujourd'hui, on a franchi une étape et on a un certain nombre de personnes qui se prétendent un peu les chefs de cette, entre guillemets, organisation et des velléités de conquête de tout le territoire. Mais les Marseillais, ces trafiquants marseillais ont toujours eu envie de conquérir l'intégralité du territoire. Moi, il y a 10 ans, on les a vus arriver sur Nîmes-Toulouse. Aujourd'hui, on peut considérer que par la violence qu'ils pratiquent, en fait, c'est le principal message qu'ils donnent, la com,
leur com, c'est celle de l'ultra-violence. Donc on est les plus forts. Et en même temps, il faut une vidéo pour dire les 2 jeunes qui sont morts récemment à Marseille dans des règlements de compte, c'est pas nous. Et notamment le chauffeur VTC qui avait été assassiné par un jeune de 14 ans. Ils n'ont pas revendiqué justement, mais ils ont fait une vidéo. Elle est symbolique cette vidéo finalement. C'est une formidable campagne de promotion et de communication, parce que le but, quand vous parlez d'organisation, le but c'est de recruter des petits jeunes, de fasciner des petits jeunes. Et d'ailleurs c'est ça qui devrait nous inquiéter, c'est qu'il y a des jeunes qui en classe de 3e, au lieu de se dire tiens comment je vais passer en seconde, se disent tiens comment je vais rejoindre la DZ Mafia. Pourquoi ? Et là ça veut dire que ce modèle culturel, ce modèle de réussite criminelle qui existe au Nicaragua, au Mexique, en Italie, à Naples, en Afrique, à Lagos, partout, s'est imposé sur nos territoires. Donc en fait cette campagne, cette vidéo, elle vise d'abord, c'est un usage interne, c'est de motiver un certain nombre de jeunes de venir rejoindre cette DZ, de venir rejoindre cette enseigne, comme vous diriez, allez, vous allez être gérant du Super U du coin, c'est un peu ça. Et ça prospère comme ça. Et des petits groupes indépendants sur tout le sud de la France, maintenant, du Var à Cavaillon et de l'autre côté jusqu'à Nîmes, peuvent se revendiquer, et même peut-être plus loin. Pardon Frédéric, vous parlez de l'ultra-violence et vous avez cité le Mexique à l'instant. Est-ce que c'est parce que ces jeunes, ils ont trop vu Narcos et ça les a enivrés en quelque sorte, la série et l'ultra-violence qui en découle, parce que c'est vrai qu'au Mexique, en l'occurrence, franchement, elle est abominable. Ou est-ce que c'est parce que les politiques ont repris aussi cette idée, cette instrumentalisation qui consiste à comparer la France au Mexique, alors que, franchement, on n'en est pas encore là, non? Ils n'ont pas besoin des politiques, en fait. Je ne sais même pas s'ils savent qui est ministre de l'Intérieur. Je vais vous dire. Non, mais c'est pas leur problème, en réalité. Et quand le garçon dont je parlais au début, tout à l'heure, qui s'est retrouvé à 20 ans en prison, quand il a été arrêté pour ce double barbecue à l'âge de 20 ans, il a dit aux policiers, non mais attendez, pourquoi est-ce que vous venez comme ça? Je ne suis pas Pablo Escobar. Mais en réalité, quand il dit ça, et c'est écrit sur procès-verbal, c'est je ne suis pas, vous me prenez pour pas, je ne suis pas. En réalité, quand il dit ça à rebours et en creux, on comprend qu'il aurait bien aimé et qu'il aimerait bien être Pablo Escobar. Donc les modèles de ce type-là, ils sont brevetés, ils existent depuis longtemps, et je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs, pour moi, c'est une forme de séparatisme culturel. C'est-à-dire qu'ils ont quitté le giron de la République et ils adhèrent à d'autres valeurs. La valeur dollar, la valeur fric, la valeur violence. Et Pablo Escobar a été leur modèle. Et aujourd'hui, quand je pense qu'effectivement, par ces séries entretiennent, mais bon, là, c'est du cinéma, c'est du roman, donc il les voit, il les regarde et il s'identifie. Mais donc ce modèle culturel a gagné et s'est imposé effectivement au détriment de certaines valeurs. Mais pas au point de tuer des policiers et des juges, ce qui était le cas dans ces pays-là. Et on revient dans un instant. Je crains que ça ne vienne assez rapidement en fait sur le tapis, parce qu'on n'en est pas loin. Il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui a déclaré lors de sa prise de fonction, je le cite, j'ai 3 priorités, rétablir l'ordre et rétablir l'ordre. Ça veut dire quoi, rétablir l'ordre? De quel ordre il parle, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Frédéric Ploquin? Je ne sais pas, mais d'un point de vue... Je ne crois pas qu'il soit... C'est pas un très grand connaisseur des faits du narcotrafic en général, mais il va s'y mettre, à mon avis, assez rapidement. Il a intérêt, d'ailleurs, à s'y mettre. Mais rétablir l'ordre, ça veut dire combattre l'ordre établi par les puissances du mal. Parce qu'en réalité, c'est ça. Ces narcotrafiquants établissent une forme d'ordre dans les quartiers qu'ils tiennent. Donc, pour eux, c'est pas du désordre. Ce sont eux qui dirigent, eux qui commandent. Donc, il va falloir qu'ils s'y mettent. J'ai vu qu'ils se référaient à Clémenceau, mais il y en a eu d'autres avant qui l'ont fait. Manuel Valls l'a fait. Et ce que je disais, je regardais ce matin le nombre de ministres qui ont défilé depuis que ces jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui sont nés, en fait. J'ai regardé les Debré, Chevènement, Vaillant, Sarkozy, Villepin, Hortefeux, Guéant, Valls, Cazeneuve, Collomb, Castaner, Darmanin. Et aujourd'hui, Retailleau, bon, je ne sais pas s'il laissera un grand souvenir à ces individus, mais je ne pense pas, parce qu'encore une fois, je le répète, je pense qu'ils se foutent royalement de qui dirige. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que s'il veut partir en guerre, il faut qu'il ait des troupes un petit peu en état de marche. Et moi, j'ai entendu dire qu'ils acceptaient là, de revoir un petit peu la réforme de la police judiciaire et peut-être de redonner un peu de poids à cette filière investigation qui, dans la police, a perdu complètement, n'est plus à la mode, ce qui est quand même extrêmement dommage, parce que ce sont eux qui peuvent aller combattre justement le crime organisé. Donc j'ai vu que là, il acceptait d'aller évaluer la réforme qui a été faite, de voir s'il n'y a pas des corrections. Après, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a les logiciels de code de procédure pénale qui viennent d'arriver, ils ne marchent pas. Je veux dire, c'est un peu comme si vous envoyez des troupes avec des jeeps avec des pneus crevés. Ok, d'accord. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des handicaps. Et il faut qu'il se rende compte que sa police part
et sa justice part avec un certain nombre de handicaps au combat et que c'est pas comme ça qu'on gagne la guerre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez des opérations Place Nette? Sur le terrain, ça donne quoi? Parce que on a souvent entendu Gérald Darmanin dire s'il y a une recrudescence de violence dans certains quartiers, c'est justement parce que nous sommes, la police, au pied des immeubles et nous sommes en train de chasser les trafiquants. Quand vous allez sur le terrain, comment vous ressentez ça? En termes de communication, c'était joli, parce qu'il faut que l'État communique face à ces jeunes qui communiquent, ces cartels, entre guillemets, on n'en est peut-être pas là, mais qui communiquent eux aussi outrancièrement. Il faut bien que l'État communique, donc pour moi c'est de la com. Place Nette, c'est vrai que ça peut rassurer les gens, mais quand vous faites le ménage le lundi, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, quand je le fais le lundi, je vais le refaire le samedi. Et donc, c'est un peu cette image-là, c'est-à-dire que vous faites le ménage, vous enlevez la poussière, vous arrêtez quelques gus, des mineurs en général, ils vont faire un peu de garde à vue, etc. Puis 3-4 jours après, ils reviennent. Puis, de toute façon, s'ils ne reviennent pas, il y en a d'autres qui reviennent. Donc, Place Nette, c'est quelque chose, c'est de ultra provisoire en réalité. C'est pas comme ça qu'on combat un phénomène qui est installé depuis 40-50 ans. C'est la différence entre ces politiques qui sont dans le temps court, parce que quand on est ministre de l'Intérieur, souvent on rêve de traverser la rue et d'aller de l'autre côté, etc. Donc c'est le temps court, il faut gagner. Donc Place Nette, je fais le ménage, etc. Ok, mais il vaut mieux partir assez rapidement, comme l'avait fait Collomb, avant qu'on s'aperçoive qu'en fait, c'est pas si bien rangé que ça, la maison. Oui, mais alors, il y a plusieurs formes de délinquance. Il y a celle que vous nous avez décrite sur Marseille, il y a celle qui s'installe dans les petites villes, les moyennes villes, et puis il y a celle de mafias qui deviennent plus puissantes que des États, comme en Belgique, où ils peuvent menacer les gouvernements. Alors, est-ce qu'on arrive à en contenir une, au moins? Non, mais le propre du crime organisé, je veux dire, quand on regarde l'histoire contemporaine, on va dire, il y a un certain nombre d'États d'ailleurs qui ont décidé de ne plus combattre ce crime organisé, ces puissantes organisations mafieuses. Je pense à la Russie, je pense à la Chine, qui ont plutôt décidé de s'allier avec ces puissances, et même en Amérique latine, dans un certain nombre de pays. Il y a des pays qui choisissent, même au Japon, d'intégrer en fait les organisations criminelles dans leur système, dans leur société, et de composer avec plutôt que de les combattre, parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas les combattre. En Italie, ça fait combien de fois qu'on nous dit « nous avons abattu la 'ndrangheta, nous avons abattu la mafia napolitaine ou la mafia sicilienne ». Ok, on a arrêté un chef, il part en prison pour 90 ans, mais il y a déjà un autre chef qui est en place. Donc combattre les organisations criminelles de cette puissance-là, tout le monde doit savoir que c'est pas perdu d'avance, mais ils brassent tellement d'argent, ils ont effectivement quelquefois tellement de puissance financière, plus que certains États, en réalité une force corruptrice absolument exceptionnelle, qu'en réalité ils ont des moyens qu'on n'imagine pas. Et regardez par exemple, Soisy Kemener nous parlait d'Édouard Philippe, Le Havre. Il semble qu'ils tiennent le port du Havre maintenant ou pas? Alors, moi, quand je suis allé enquêter au Havre, effectivement, j'ai voulu interroger Édouard Philippe sur ce sujet. Je peux vous assurer qu'il s'est défilé. Il n'est pas venu répondre à quelques questions que ce soit, parce qu'en réalité, il aurait dit quoi? Qu'il n'avait strictement aucune capacité de contrôle sur ce port. Et vous nous dites qu'il n'y a pas de solution, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. Je finis là-dessus, c'est une entité privée. Les ports sont des entités privées dans lesquelles, si vous voulez, sur lesquelles finalement les maires ont très peu d'emprise, en réalité. Donc aucune solution aujourd'hui pour les politiques. Solutions. Mais si, il y a des. Il faut pas. Vous dites, dès qu'un chef est en prison, un autre arrive derrière. Le combat, il est policier, il est judiciaire. C'est vrai qu'en France, on manque cruellement de procureurs, par exemple. Donc là, on nous dit qu'on va créer peut-être, c'était un projet de Dupond-Moretti, un parquet de lutte central de lutte contre le crime organisé. Ce serait peut-être une bonne idée. De toute façon, on en manque par rapport à tous nos voisins européens. On manque de nombre de procureurs. Donc la justice n'est pas très bien armée. La police, il faut la réarmer aussi. Il y a un certain nombre de choses on ne peut pas dire qu'on n'a pas de moyens, mais il faut aussi combattre ces organisations criminelles sur un autre plan plus culturel, on va dire, parce qu'elles imposent, comme je le disais tout à l'heure, leur code. Donc l'école doit se battre aussi pour que ces enfants qui sont en classe de 3e ne suivent pas un mec qui, sur Instagram ou sur je ne sais quel réseau social, depuis une cellule de prison, lui a dit « Tu veux te faire 50 000 €? Tu veux te faire... » Ouais, bien sûr, et tout, j'y vais. Il est en 3e, il dit « Ok, j'y vais, tu prends une arme, tu vas aller tuer, machin, etc. » Le gamin, il oublie tout, il oublie qu'il va probablement mourir, ou peut-être mourir, qu'il va faire peut-être de la prison, même sûrement. Il oublie tout, il y va. Donc le combat, il est aussi là. C'est-à-dire, il est dans le fait qu'on a des générations, à chaque fois des nouvelles générations comme ça, qui glissent, qui dérapent, et qui sont les futurs grands caïds de demain. Merci Frédéric Ploquin d'être venu ce matin dans le 6-9 face aux experts.